Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour des news, puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière fois. Je vais essayer de condenser ça assez rapidement, et on va voir ce que ça donne, on y va, c'est parti. Et donc on débute avec la roadmap d'AMD qui a été mise à jour dernièrement, de façon plus ou moins officielle. Alors, ce qui est intéressant sur cette roadmap, c'est qu'on voit que Cézanne, qui est donc sorti aujourd'hui, ou hier, ça vient de sortir, Cézanne qui est le descendant de Renoir, donc c'est les APU d'AMD. Les APU d'AMD destinés principalement aux PC portables, et on en retrouve quelques-uns malgré tout dans les PC OEM, donc des partenaires, enfin des assembleurs, type HP et compagnie. Et donc ce Cézanne, c'est la dernière évolution de cette architecture, qui, au lieu d'être basée sur Zen 2, qui étaient les Ryzen 4000, là, du coup, on passe à Zen 3, qui étaient donc les Ryzen 5000. Donc, 7 nanomètres, PCI Express 3, Vega 8 et DDR4. Alors, on devrait retrouver grosso modo le même bond de performance qu'on a eu sur les PC de bureau entre le Zen 2 et le Zen 3. Et au niveau des performances brutes, c'est peut-être aussi, encore une fois, peut-être un petit peu mieux que le Zen 3 de bureau, parce que pour info, Renoir, pour ceux qui ont suivi, avait des performances légèrement supérieures à Matisse des Ryzen 3000. C'était principalement dû à quelques changements au niveau de l'architecture en interne. On verra au moment des tests de Cézanne. Au niveau des performances graphiques de l'APU, c'est quand même pas génial. Alors c'est mieux que ce que fait Intel, même si ils ont un peu rattrapé leur retard avec leur dernière architecture, puisque du coup, Intel, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, ils sont passés sur l'architecture Xe au niveau des GPU intégrés. Et donc là, on reste encore sur du Vega 8. Ça commence à être vieux, je trouve. Honnêtement, j'ai beaucoup plus d'intérêt la prochaine génération en Rembrandt, du coup. En Zen 3+, 6 nanomètres, PCI Express 4, là aussi, on passe enfin au PCI Express 4 au niveau des APU. RDNA 2, DDR5. Alors là, je dirais que c'est ce qui sera le plus intéressant, c'est de voir du coup l'impact qu'aura la DDR5 sur les APU avec RDNA 2 en plus. Est-ce qu'il y aura de l'Infinity Cache? Est-ce que ça va bien fonctionner? Il y a plein d'interrogations à ce niveau-là. Personnellement, c'est un peu l'APU qui m'intéresse le plus, avec Phoenix derrière, c'est encore une autre évolution encore plus intéressante en Zen 4. Mais Rembrandt, ça sent déjà un peu le premier pas vers les APU que j'appellerais next-gen, qui devrait être plus intéressant au niveau de la partie graphique, enfin, tout du moins je l'espère, puisque c'est là-dessus qu'on a besoin du plus de performance en plus. Puisque bon, au niveau des processeurs en eux-mêmes, pas de soucis, ça fonctionne très très fort. Par contre, au niveau de l'APU et des performances graphiques, vu la situation qu'on connaît au niveau des GPU en général, et pas uniquement due à la pénurie, on sent bien que le milieu bas de gamme est en train de disparaître, et j'ai un peu l'impression que c'est les APU qui vont prendre cette place-là. Il y a vraiment besoin que les APU aient un bon coup de fouet et soient vraiment meilleurs en performance graphique pour pouvoir prétendre à ce rôle-là, puisque ça fait 4-5 ans qu'on est coincé avec des performances grosso modo des RX 580, GTX 1060. On est dans ces eaux-là depuis perpète, il y a vraiment besoin de quelque chose de nouveau, et j'ai pas l'impression que AMD comme Nvidia ont vraiment intérêt, le bas de gamme ils s'en foutent un peu, j'ai l'impression, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable pour eux. Et puis il y a aussi l'histoire du fait que au plus on avance dans les finesses de gravure, au plus ça coûte cher de fabriquer une puce, et du coup pour amortir une puce bas de gamme, c'est de moins en moins évident tout simplement. Alors après ils pourraient très bien utiliser d'anciennes nodes de gravure, enfin des gravures un peu moins fines, pas obligé d'utiliser la dernière technologie pour les cartes bas de gamme. Il y a plusieurs solutions qui pourraient faire que le bas de gamme redevienne intéressant au niveau des GPU. Pour l'instant, on reste un peu sur notre faim. Et sur cette génération de GPU, que ce soit chez Nvidia comme chez AMD, le bas de gamme ça a l'air quand même mal barré. Donc si les APU sont amenés à prendre cette place, il faut espérer que du coup RDNA 2 apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est des PC de bureau, alors actuellement on est sur Vermeer, Zen 3, les Ryzen 5000,
7 nanomètres, PCI Express 4, AM4, DDR4. C'est tout 4, c'est formidable. Pour la fin de l'année, on attend Warhol. Alors Warhol, ce serait du coup le fameux Zen 3+, dont on entend parler depuis un bon moment maintenant. En 6 nanomètres, PCI Express 4, DDR4, AM4, on devrait toujours pouvoir utiliser nos cartes mères actuelles pour un dernier upgrade avant Zen 4. Ce qui sera intéressant, c'est que du coup, ce Zen 3+, sera mis en face de la nouvelle architecture d'Intel, la génération 12, Alder Lake, qui pour le coup est une vraie évolution chez Intel et qui devrait, on l'espère, rattraper le retard par rapport à l'architecture d'AMD, au niveau des performances professionnelles principalement, puisqu'au niveau gaming, on va dire que les GPU Intel étaient vraiment en grosse difficulté, même si AMD était légèrement passé devant, dans l'ensemble c'était kiff-kiff. Donc du coup, le battle de fin d'année, ce sera intéressant, du coup. Est-ce que Intel arrivera à rattraper AMD? Est-ce qu'AMD arrivera à se maintenir au top avec ce Zen 3+? On verra bien. Toujours est-il qu'ensuite, on a Raphaël, Zen 4, 5 nanomètres, PCI Express 5, DDR5, AM5, tout est dans 5, c'est génial. Le RDNA2, je sais pas ce que ça veut dire au niveau de l'astérique, il faudrait que je retrouve le document entier. Mais bon, c'est pas grave. La vraie grosse évolution du coup de Ryzen. Bref, il y a encore pas mal de choses à venir à ce niveau-là, et ça va être intéressant. Intéressant également, les OEM, on a vu apparaître des Ryzen 9 5009 et des Ryzen 7 5008 non X. C'est la première fois qu'on en voit. Est-ce qu'AMD se décide enfin à balancer la sauce à ce niveau-là, c'est-à-dire d'avoir des processeurs non X moins chers? Ce serait cool, ce serait vraiment très bien. Là, pour le moment, c'est réservé aux OEM. On en verra peut-être apparaître au détail, à droite à gauche. Ça arrive de temps en temps, par exemple, on voyait des Ryzen 4000 sur le marché, en bulk, du coup, en version non boîte, mais ça se trouvait. Ce qui serait super intéressant ici, c'est par exemple le 5900 tout court, toujours 12 corps, 24 threads, 3 GHz, en basse clock, 4.7 en boost au lieu de 4,8. Bon, autant dire que dans l'ensemble, ça devrait être très proche, et quoi qu'il arrive, ces Ryzen 9 5009 ou les 5008 non X devraient être overclockables au même niveau qu'un 5900X, puisqu'il n'y a pas du tout de bridage chez AMD à ce niveau-là. Par contre, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on ait un 5600 non X, puisque clairement, dans le bas de gamme, c'est là qu'Intel est sans concurrence, je dirais. Il y a vraiment besoin d'un nouveau processeur dans cette gamme, en dessous du 5600X. Donc ensuite on a le tunnel Nvidia avec pas mal de news sur Nvidia, puisqu'on a eu la conférence de la GTC, on va aborder ça après. Là on va commencer avec le DLSS qui arrive sur Unity. Alors Unity, c'est un des autres gros moteurs les plus utilisés pour les jeux, un peu plus pour les jeux, je dirais plus indé que l'Unreal Engine, mais qui est très populaire, l'Unity. Donc du coup, support du DLSS plus accessible, un peu comme ils l'ont fait dernièrement justement sur l'Unreal Engine. C'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble. Nvidia continue de propager le DLSS un petit peu partout au fur et à mesure. Je pense qu'ils font ça pour tous les moteurs de jeu, autant que possible. Je dirais que c'est plutôt logique, c'est dans l'intérêt d'Nvidia. Par contre, encore une fois, au plus Nvidia répand cette technologie, au plus ça va être compliqué pour AMD d'arriver avec la sienne par la suite, surtout si elle est moins bien. Ça va pas le faire. Donc il faut vraiment qu'AMD se bouge le cul à ce niveau-là, et il faut vraiment espérer que cette techno made in AMD sera au moins aussi bonne. Ce serait le minimum syndical, je dirais, ou vraiment très très proche, parce que là, au plus le temps passe, au plus l'écart va se creuser. D'ailleurs, on entend que le DLSS serait un des points clés de la prochaine Switch Pro, de la nouvelle Switch, on sait pas trop ce que ce sera exactement, mais toujours est-il que le DLSS sera une grande partie de cette Switch. Sinon, au niveau de la GTC, donc grosse conférence d'Nvidia, principalement axée sur le professionnel. Ce qui était très intéressant, en dehors de la coupe mulet de Jensen, je sais pas ce qui se passe d'ailleurs à ce niveau-là, mais bon. Ce qui a été le plus intéressant à mon sens, c'est la mise à jour de la roadmap. Du coup, on a vu que pour les GPU de bureau, donc 2020, la sortie d'Ampere, Ampere Next, normalement qui devrait être Lovelace. Bon, alors Nvidia apparemment n'aime pas que l'on devine ou apprenne les noms de code avant la sortie.
Du coup, c'est pas impossible qu'ils changent le nom de code d'ici la sortie. Ampere Next en 2022, Ampere Next Next en 2024. Rien de vraiment surprenant à ce niveau-là. Nvidia a des cycles de 2 ans au niveau de ses architectures GPU depuis quelques années maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de refresh cette année au niveau de la gamme Ampere actuelle. Donc, on sait déjà qu'il y a les TI qui doivent débarquer pour les 3080, possiblement les 3070. On pourrait aussi avoir d'autres modèles. Toujours est-il que la vraie nouvelle architecture, ce sera pas avant 2022. C'est pas surprenant. Par contre, encore une fois, comme je le disais, ceux qui vont accélérer le plus ou qui vont mettre un petit coup d'accélérateur, c'est plus AMD, qui a plus à gagner à arriver en premier devant Nvidia avec son RDNA 3. Puisqu'évidemment, au niveau de l'image de marque, ce serait vraiment très bénéfique pour AMD d'arriver avec une architecture beaucoup plus puissante avant la réponse d'Nvidia. Si en plus Nvidia derrière n'arrive pas au même niveau qu'AMD, puisqu'on sait qu'AMD normalement devrait partir sur du multi-chip, c'est pas sûr à 100%, mais ça semble en prendre la route. Pour AMD, arriver avec une nouvelle architecture plus puissante en multi-chip, si en plus Nvidia n'arrive pas à faire mieux derrière en mono-chip, ça va faire mal pour l'image de marque. Donc, oui, si quelqu'un met l'accélérateur, ce sera AMD. Mais j'ai aucun doute qu'ils feront en sorte que ça sorte le plus vite possible, puisque même tout ce qui est pénurie et tout ça actuellement, ça ne change pas les calendriers de sortie. Quand une architecture est prête, elle sort. Point. Il n'y a pas de délai pour dire que les gens aient pu acheter la génération précédente. Si c'est une génération sacrifiée, c'est une génération sacrifiée, c'est comme ça. Surtout que bon, il faut se rappeler que même si les cartes sont très difficiles à trouver sur le marché, tout se vend. Donc tout se vend très bien. Que ce soit pour AMD ou Nvidia, toutes les cartes trouvent preneur en quelques secondes, peu importe le tarif. Je pense que les deux marques sont très contents de la situation. Malheureusement pour les joueurs, c'est pas trop le cas. Sinon, la deuxième chose la plus intéressante pour moi au niveau de cette GTC, c'était l'annonce de Grace. Alors Grace, c'est quoi ? C'est le nouveau, le premier processeur made in Nvidia. Alors il faut savoir qu'Nvidia est en instance d'achat de la société ARM. Alors ARM, si vous ne savez pas ce que c'est la boîte qui licencie beaucoup de technologies au niveau processeur à plusieurs marques depuis plusieurs années. C'est ce qui fait la base du M1 de chez Apple. C'est ce qui fait la base de énormément de processeurs chez Apple également pour tout ce qui était iPhone, iPad. C'est aussi ce qu'on trouve grandement sur tous les smartphones Android. Enfin bref, il y a du ARM partout. Et du coup, par le biais d'Apple, ça commence à arriver sur les ordinateurs de bureau. Puisque ça a fait son apparition avec les MacBooks, ou les Mac Pro, je sais plus comment ça s'appelle, l'un des deux. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, c'est pas surprenant qu'Nvidia cherche à acquérir ARM, puisque ça leur permettrait de pouvoir fabriquer du processeur par eux-mêmes, qui est un peu le point faible d'Nvidia, c'est qu'ils sont dépendants d'AMD et d'Intel à ce niveau-là. Pouvoir fabriquer son propre processeur, ça voudrait dire pouvoir se passer de ces deux-là, tout simplement. Ensuite, on sait que la techno ARM permet des choses plus intéressantes que le x86 utilisé par AMD et Intel, tout comme le x86 garde certains avantages aussi actuellement. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de vrai gagnant. Ça va se décanter dans les prochaines années, du coup ça va être intéressant. Mais du coup, c'est aussi très très mal vu qu'Nvidia essaye de racheter ARM, et du coup, il y a pas mal de pays qui freinent un petit peu cette acquisition, et il y a aussi pas mal d'acteurs du marché qui aimeraient bien que ARM reste tout simplement indépendant. Mais bon, au niveau de l'annonce d'Nvidia, ça devrait être malgré tout intéressant. Je pense que quoi qu'il arrive, ils ont une licence chez ARM, ils pourront sortir ce processeur. Tout comme Apple, si Nvidia rachète ARM, pourront continuer à faire des processeurs dérivés des technos ARM, puisqu'ils ont une licence dite perpétuelle. Donc dans l'ensemble, ça ne devrait pas changer énormément pour les plus gros acteurs. Par contre, pour les plus petits, ça risque d'être plus compliqué après un rachat par Nvidia, par exemple. Mais ça reste à voir. Donc bon, ce nouveau processeur made in Nvidia, ça paraît hyper impressionnant sur le papier. Malgré tout, le souci, c'est que c'est prévu pour 2023. Et en 2023, on sait pas trop ce qu'on aura en face chez Intel et chez AMD.
puisqu'ils vont pas rester là à rien faire en attendant que ça sorte, puisque là, évidemment, ils ont la fiche la fiche technique d'NVIDIA qui annonce un petit peu la couleur. J'ose espérer qu'ils vont essayer de se rapprocher de ça le plus possible, voire le dépasser dans d'autres circonstances. Bon, ça va être intéressant de voir justement comment ça se développe. Dans un premier temps, ces processeurs sont destinés uniquement aux serveurs, à voir par la suite si NVIDIA, si ça se passe bien, s'ils décident d'essayer d'envahir le marché des PC de bureau, c'est pas impossible. Donc encore une fois, que ce soit au niveau des GPU et des CPU, ça va s'accélérer dans les prochaines années assez violemment. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir des gros changements d'une façon ou d'une autre. Tous les acteurs sont en train de se préparer à la guerre, et ça risque d'être assez intéressant à suivre. Sinon, NVIDIA nous a aussi annoncé qu'il ne prévoit pas d'amélioration au niveau de l'approvisionnement des GPU pour gamers pour toute l'année 2021. C'est pas impossible, on verra bien comment ça évolue, on sait pas trop, ça dépend aussi grandement des crypto-monnaies. Est-ce que le cours du Bitcoin et de l'Ethereum se maintiendra au même niveau? Est-ce qu'il sera toujours possible de miner de l'Ethereum d'ici la fin de l'année? Normalement oui, mais ça pourrait changer, ça pourrait être moins rentable également, du coup. Si il y a une baisse de rentabilité d'une façon ou d'une autre, ça pourrait améliorer la situation au niveau des GPU. D'ailleurs, c'est plutôt rigolo, transition avec la news d'après. On a vu passer une des premières cartes d'NVIDIA, donc le CMP30HX. Pour rappel, c'est la gamme d'NVIDIA au niveau des cartes graphiques destinées au minage de crypto. Donc on a ce modèle de Gigabyte à 700 balles qui nous arrive avec une garantie de 3 mois et des performances plutôt ridicules. Puisque, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà parlé de ces cartes au moment de la sortie de la 3060 à peu près. Puisqu'NVIDIA avait lancé ça en grande pompe pour aider les gamers, machin truc. Oui, sauf que non, comme prévu, 700$ pour une carte qui mine environ... En fait, c'est une 1660. Une 1660 qui mine à 24 MHz, c'est un peu ridicule, tout en sachant qu'on peut trouver de la 3060 à 700 balles à peu près, c'est pas incroyable, on en voit régulièrement. Ça mine aussi vite malgré le bridage. Au lieu d'une garantie de 3 mois, on a une garantie de 5 ans. Ça consomme moins. Quel intérêt ont ces cartes de minage du coup? Aucun, tout en sachant qu'en plus la 3060 peut se revendre derrière. Cette CMP30, elle peut pas se revendre, c'est un cas de porte une fois que c'est... À part s'il y a moyen d'hacker le truc d'une façon ou d'une autre, c'est compliqué quand même, Et tout en sachant également qu'une 3060, ça peut se débloquer. Donc, au niveau des specs, comme j'avais vu à l'époque, au moment de l'annonce, ça c'est clairement le CMP30HX 1660. Le CMP40, ça, c'est du 2060 Super, 8 Go de RAM, 185 watts, 36 MHz, bon, le TU106, gros indice aussi, évidemment. TU102, là, c'est la 2080 Ti, 45 MHz, 250 watts, c'est à peu près ce qu'on avait. Et le GA100 200, alors ça c'est la 3080, 86 MHz, 320 watts, 10 Go de RAM. Nouveauté, c'était le GA100 qui est prévu aussi en version mining, qui normalement devait taper, comme on le voit ici, 210 MHz, c'est un peu ce qu'on entendait dernièrement, 200, 210. On verra bien, on n'a pas les chiffres exacts. Ça risque de coûter très cher quand on voit que l'équivalent de la 1660 coûte 700$. J'ose pas imaginer le prix du GA100. Toujours est-il que c'est complètement délirant et c'est complètement inintéressant pour les mineurs aussi en fait. C'est beaucoup trop cher. Alors est-ce qu'au niveau des prix de gros, est-ce que c'est plus intéressant? J'en sais rien. Toujours est-il que c'était censé aider les joueurs, je vois pas trop comment. C'est censé être des cartes qui passent pas les validations, machin, ok, mais de quelle façon? Est-ce que ce GA102 par exemple, destiné normalement au 3080, ne pourrait pas être utilisé, même castré pour faire un autre GPU? Ça aurait été possible. Ça aurait aidé les joueurs. Est-ce que la 2080 Ti utilisée là, en carte de minage, n'aurait pas été utilisable en GPU, même moins puissant que la 2080 Ti? Probablement que oui. Encore une fois, sous les airs de vouloir aider les joueurs en sortant une gamme
mining, ben, ils auraient tout simplement pu sortir plus de cartes gaming. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, transition incroyable, on entend parler depuis quelque temps d'une ressortie de fournée de GTX 1080 Ti. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes, on sait pas trop ce qui se passe en vrai. C'est parti de Twitter apparemment, où des gens ont renvoyé leur 1080 Ti qui était tombé en rade chez EVGA. Alors, chez EVGA, on peut avoir des garanties assez longues. Et ils se sont vus renvoyer une 1080 Ti produite en 2021. Puisque généralement, quand au niveau du SAV, vous renvoyez une carte qui n'est plus fabriquée, par exemple, le VGA aurait renvoyé une carte équivalente à la 1080 Ti, à la place de la 1080 Ti qui n'est plus fabriquée. Mais là, apparemment, ils en ont encore des toutes neuves. Donc d'où ça sort, on sait pas trop. Est-ce qu'NVIDIA va relancer la prod de 1080 Ti? On sait pas trop non plus. Est-ce qu'ils vont faire des cartes pour mineurs? On sait pas non plus. En vrai, s'ils pouvaient les sortir pour les joueurs, ce serait plutôt une bonne chose. Après, il faut voir le tarif, évidemment. Puisque, bon, pour rappel, la 1080 Ti, c'est à peu près les performances de la 3060, voire la 1080 Ti est encore un petit peu au-dessus de la 3060 sur certains jeux. Donc bon, ce serait pas inintéressant, hein. On sait qu'NVIDIA a relancé aussi la prod 2650, 2660 et de 2060 dernièrement, à des prix un peu nuls, mais ils sont là. Bon, à voir. Et donc, tant qu'on est dans le sujet des cryptos, je vais revenir sur ma dernière vidéo, puisque c'est quand même une des seules vidéos où j'ai eu des commentaires pareils. Entre les complotistes du dimanche, les mecs qui disent que je retourne ma veste, ceux qui font un caca nerveux, j'ai l'impression que j'avais tué leur chien parce que j'ai osé parler de crypto-monnaie dans une vidéo, alors que je parle de crypto-monnaie assez régulièrement dans mes vidéos d'une façon ou d'une autre. Comme quoi certaines personnes ont des capacités de masquer auditivement ce qu'ils ont envie d'entendre ou pas. Bon, toujours est-il, je parle de crypto assez régulièrement. J'ai jamais caché le fait que je suis dans le milieu, entre guillemets, enfin je m'y intéresse depuis 2013-2014. Commence à être vieux, hein. Et je vois pas le problème avec ça. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite, c'est parce qu'on me l'a demandé. J'avais pas spécialement envie de la faire parce que c'était long à faire. Il y a eu beaucoup de boulot au niveau des explications. C'était pas une vidéo simple. Et encore une fois, c'était une vidéo purement technique. Pratiquement, je parle quasiment que de sécurité et comment ne pas se faire piquer son pognon quand on mine. En dehors de ça, je fais pas spécialement l'apologie des cryptos ou je ne pousse personne à s'y mettre. Par contre, effectivement, c'est une chaîne ici où on parle de hardware et le minage de crypto-monnaie, pour moi, le hardware et le minage de crypto, c'est un ensemble aussi, ça en fait partie. Et principalement actuellement, je pense que tout le monde s'est bien rendu compte que le minage faisait partie de l'écosystème hardware aussi. En dehors de ça, que les gens aiment les cryptos ou pas par rapport à ce qu'ils ont entendu ou pas, ou de ce qu'ils en pensent ou pas, mais je m'en branle, mais royalement. Je cherche à convaincre personne, mais alors pas du tout. Je m'en tamponne, mais alors sévère. Hein. Si je voulais vraiment convertir qui que ce soit aux cryptos, ou si je voulais parler de crypto tout le temps, j'aurais fait une chaîne sur les cryptos, tout simplement, mais j'ai rien d'autre à dire sur les cryptos, et j'en ferai jamais une autre vidéo entière sur les cryptos. J'ai pas... Non pas parce qu'on m'a fait chier, mais parce que j'ai rien d'autre à dire sur le sujet, tout simplement. Mais bon, il y en a, il faut qu'ils se calment, hein. Je veux dire, il y en a quand même un qui est parti dans un délire complotiste assez hallucinant. Genre, le Bitcoin a été inventé par Rothschild, enfin, le mec... faut aller prendre ses pilules, quoi. À un moment, faut arrêter de... faut arrêter la drogue, hein. Ça devient grave, hein. Je m'inquiète, hein. Faut consulter, hein. Ça va plus, hein. Bref... et encore une fois, ça me fait toujours marrer les personnes qui débarquent sur une chaîne, n'importe laquelle, hein, même pas forcément moi, mais l'exemple est le même, tout en râlant quand quelqu'un parle d'un sujet qui ne leur plaît pas, et qui en gros tente indirectement de censurer le créateur de vidéos pour qu'il n'aborde pas certaines choses.
C'est tout simplement ce qu'on appelle la cancel culture, tout en essayant de faire pression sur quelqu'un pour qu'il ne parle pas de quelque chose. Ben, toutes ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, bah, allez vous faire foutre. Enfin, je parle de ce que je veux, c'est ma chaîne. Si ça vous va pas, bah allez voir ailleurs. Et si une vidéo ou un sujet vous plaît pas, moi par exemple, quand une vidéo me plaît pas, bah je la regarde pas, je reviens après. C'est pas grave. J'ai pas besoin de faire un caca nerveux dans les commentaires pour me sentir vivant, moi, je m'en fous. Bref, on va continuer la vidéo. Et sinon, pour terminer, on a Galax qui nous montre, qui nous tease, hein, du coup, des images de la DDR5 prévues pour la fin d'année. Donc on a vu passer quelques jolies petites pupus et les premières barrettes de DDR5 de chez Galax, et du coup fabriquées chez Micron. Micron, grand fabricant de mémoire. Hein. Donc bon, bah, c'est intéressant de voir que ça avance bien et que ça devrait bien se passer pour la fin de l'année. Encore une fois, la DDR5. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sera de voir l'impact sur les performances à ce niveau-là. Et si on aura vraiment un boost par rapport à la DDR4, simplement. Donc voilà, ben, c'est un peu tout ce que j'avais à dire au niveau des news. On a fait un petit peu le tour, hein. Il y a eu pas mal de trucs cette semaine. Du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous a apporté des infos intéressantes, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser quelque chose dans les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord, n'hésitez pas à passer sur le stream. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, vous serez toujours les bienvenus. N'hésitez pas aussi... N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Bref. Bah c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!